Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants. Décentralisation, le ministre Aramis au chevet des populations éloignées. Et en Mozambique, le plus grand pont suspendu d'Afrique ouvert officiellement à la circulation. Bonjour à tous, et nous entamons ce journal avec cette ouverture de la session des capitales islamiques. Le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim préside la cérémonie de lancement de la 32e session du Conseil administratif de l'Organisation des capitales des villes islamiques. Eh bien, le Premier ministre, à son arrivée, et chef de gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed, a présidé ce matin, 11 novembre, la cérémonie de lancement de la 32e session du Conseil islamique de l'Organisation des capitales des villes islamiques qui s'est déroulée à Djibouti Kalas Kempinski. Eh bien, cet événement international réunira du 11 au 12 à Djibouti plus d'une dizaine de maires de la capitale des villes islamiques, ce qui constitue une première pour notre pays. Dans son discours, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a souhaité la bienvenue à la délégation des maires de la ville islamique venus participer à la session du Conseil administratif. Le Premier ministre a souligné que le sentiment de fierté suite à la désignation par le Conseil d'administration de Djibouti comme capitale de haute de cette 32e session, le Premier ministre a affirmé dans son discours l'importance que revêt pour le président de la République et le gouvernement et le peuple djiboutien attachent aux travaux de la 32e session du Conseil d'administration de l'Organisation des capitales des villes islamiques à Djibouti. Enfin, M. Abdelkader Kamel Mohamed pour la promotion du développement des villes et capitales islamiques et la promotion d'un islam bien en phase avec la perception de la religion. L'Organisation des capitales des villes islamiques est une organisation internationale non gouvernementale, non lucrative, fondée en 1980 et émanant de l'organisation de la conférence islamique de la sainte capitale Makkah al-Mukarrama. L'organisation accepte comme membres les capitales des pays islamiques et les villes du monde entier. Apolitique, elle concentre ses activités dans le renforcement des liens d'amitié, de fraternité entre les capitales des villes islamiques, la prévention de leur identité et leur patrimoine, la promotion et l'élargissement de la coopération entre les capitales des villes islamiques, œuvre aussi pour l'amélioration et le développement des villes municipales dans le renforcement des capacités des capitales des villes islamiques. Et pour plus de précision, je vous propose de suivre l'intervention de la maire de la ville de Djibouti, Madame Fatma Awel Ousmane. Honneur pour nous tous, Djiboutiens et Djiboutiennes, de vous accueillir ici dans notre cher pays pour les travaux de la 32e session du Conseil administratif de l'Organisation des capitales et villes islamiques. Cette rencontre de haut niveau, organisée pour la première fois dans notre ville, illustre parfaitement l'attachement particulier de Djibouti à perpétuer sa tradition des terres d'échange et de rencontres et surtout sa détermination pertinente à maintenir la paix pour tous et à nouer des relations stratégiques, économiques et commerciales avec d'autres pays, notamment les capitales et villes islamiques. Ces assises traduisent parfaitement la politique publique gouvernementale avant-gardiste de notre président, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, qui a su faire de la République de Djibouti la seule région stable dans la Corne d'Afrique. Sur le plan de l'émancipation et l'intégration de la femme aujourd'hui, et plus que jamais, je voudrais souligner l'émergence de la femme dans les hautes sphères de l'État et particulièrement la femme djiboutienne. Pour cela, je ne manquerai d'adresser mes sincères remerciements à la première dame du Djibouti, présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Madame Khadra Mohamed Haïti. Il est à présent l'heure de retrouver l'appel de la prière d'Al-Asr. On se retrouve tout de suite après. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous enchaînons donc avec l'intervention du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed qui s'est félicité de la tenue de ces 32e assises du Conseil administratif de l'Organisation des capitales des villes islamiques. Je vous propose de suivre. Je souhaite à nos hôtes la bienvenue et un excellent séjour à Djibouti
Par ma présence, je tenais à dire l'importance que le gouvernement djiboutien attache au fait que ce conseil d'administration de l'OCVI ait lieu à Djibouti. En effet, cette organisation non gouvernementale qui rassemble les capitales des pays membres de la conférence islamique et qui se refuse d'interférer dans les affaires des États a pour seul objectif le développement durable des établissements humains. De ce fait, elle donne l'image d'un islam tolérant, humain et charitable, très loin donc de l'image de l'islam prôné par des extrémistes et très loin aussi de l'amalgame que d'autres extrémistes veulent faire entre l'islam et le terrorisme. Mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, je souhaite que vous puissiez, par vos décisions, maintenir cet objectif d'une activité islamique sans implication politique pour le bien et l'intérêt des hommes et des femmes. Madame le maire de Djibouti, je m'associe à la fierté qui est la vôtre de faire aujourd'hui de Djibouti le lieu de rendez-vous des membres du conseil d'administration de l'Organisation des capitales et villes islamiques. Santé, cette fois, le ministre de la Santé, Dr Jamaa El Meoukiye, a donc procédé à l'inauguration de l'extension du centre de santé d'Al Adé grâce au financement de la Banque mondiale. Eh bien, cette cérémonie inaugurale s'est déroulée en présence des représentants de plusieurs organismes internationaux tels que le HCR, l'OMS, l'UNICEF, l'ONU-SIDA, ainsi que de nombreux autres partenaires stratégiques du département de la santé. La transformation de l'ancien poste de santé est un centre de santé communautaire de niveau 2. C'est fait en augmentant le parquet minimum d'activité dans la mise en place et la mise en service d'un plateau technique performant à l'image de la radioscopie, le laboratoire, mais aussi avec la création d'une maternité. Et en marge de cet événement, donc le ministre de la Santé, Dr Jamaa El Meoukiye, a donc également procédé au lancement de la campagne nationale contre la rougeole pour les régions qui s'est tenue hier matin à Al Adé. Cette campagne nationale de vaccination de masse contre la rougeole dans la région vise ainsi à immuniser tous les enfants djiboutiens pour contrer la propagation du virus suite aux récentes déclarations des cas de rougeole observés au niveau des zones frontalières. Tout au long de cette campagne, les équipes de vaccinateurs et d'agents de santé sillonneront les régions de l'intérieur en se déplaçant de localité en vue de vacciner tous les enfants allant de 6 mois à 5 ans ciblés par cette campagne de grande envergure. Eh bien, engagés auprès du département de la santé, les représentants de l'UNICEF, du HCR et de l'ONU-SIDA ainsi que de la Banque mondiale et se sont déclarés parfaitement disposés à fournir l'appui technique et financier nécessaire pour notre pays, que je vous propose d'ailleurs de suivre. Les bâtiments sont bien faits, c'est bien réhabilité, les équipements sont de pointe. Les femmes enceintes peuvent être diagnostiquées ici, suivies, les analyses chimiques et de laboratoire peuvent être faites ici, les radios peuvent être faites ici, etc., etc. Si nous sommes ici aujourd'hui à Al Adé, ce n'est pas par hasard. Nous venons en fait d'inaugurer le centre, l'ancien poste de santé qui est devenu au jour d'aujourd'hui un centre de santé communautaire. Ça veut dire qu'il offre des services beaucoup plus variés que les services en fait, qu'il offrait auparavant. Pour nous, pour le HCR, je voulais dire, voir un centre de santé équipé, réhabilité pour le bien-être des populations vivant ici, c'est une fierté, c'est une très grande fierté pour le HCR. Nous sommes très heureux de savoir que les deux populations vont utiliser ce centre sans aucune discrimination et que le personnel de santé est bien sensibilisé et mobilisé pour offrir ces soins aux patients qui en ont besoin.
Dans son intervention, le ministre de la Santé, Dr Jamal Al-Maouki, a indiqué que cette campagne de vaccination servira de rempart contre la rougeole. Je voudrais remercier au nom de la République de Djibouti et à mon nom personnel, celui du ministre de la Santé, et au nom de toute la population de Ali Adé, la Banque mondiale, pour le fait qu'elle a financé la réhabilitation et l'équipement du nouveau un centre de santé communautaire de Ali Adé. Avant, s'il était un poste de santé, aujourd'hui, il est monté au grade de centre santé communautaire. Vous avez bien vu, au niveau de ce centre, que ce soit la maternité, que ce soit l'urgence, que ce soit la radio, que ce soit le laboratoire, toutes ont eu des équipements flambant neufs et des équipements de pointe. Et personnel qualifié. Nous avons triplé le nombre de personnes et nous avons presque triplé les équipements aussi au sein du centre de santé communautaire de Ali Adé. Donc, comme vous le voyez, ma visite aussi aujourd'hui à Ali Adé, moi ainsi que les partenaires du ministère de la Santé, a un double objectif. Celui d'inaugurer ce centre de santé communautaire, réhabilité, équipé par la Banque mondiale, et celui de lancer aussi la campagne de la rougeole au niveau de Ali Adé. Et nous allons parler à présent d'artisanat et notamment à Ardo, un petit village situé donc près de Ronda. L'artisanat se conjugue au féminin. La conception d'objets artisanaux reste quasiment un rituel de vie de tous les jours. C'est à la fois une passion et un passe-temps favori qui fait vivre toute une communauté de plus de 250 familles. Il s'agit aussi de maîtrise d'un savoir-faire. Ardo Bankwale, on ne manque pas également d'imagination. Si les touristes se font rares, on a leur rencontre. Donc, c'est pour cela que les femmes d'Ardo ont ouvert hier un nouveau siège à Tadjoura. Le ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, s'est déplacé hier à Tadjoura pour l'inauguration de ce nouveau siège et pour encourager ces femmes qui se prennent en charge. Eh bien, la cérémonie qui a réuni toute la communauté d'Ardo Bankwale ainsi que les responsables de la région, ce siège servira à la fois de lieu de rencontre, de travail, ainsi qu'un point de vente pour certaines jeunes femmes. Donc, l'objectif étant donc de vendre ces objets artisanaux afin de perpétuer ce savoir-faire. Et la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, a encouragé les femmes à aller de l'avant. Nous l'écoutons. L'association d'Ardo, comme vous l'avez tous dit, est une des associations qui travaillait l'artisanat et qui arrivait à vivre de cet artisanat grâce au tourisme de cette localité. Aujourd'hui, vu le tourisme est devenu plus restreint dans cette localité, les femmes ont pris l'initiative de dire: nous travaillons, nous produisons, nous préservons, parce que l'artisanat, c'est une manière de préserver le patrimoine aussi. Nous préservons notre patrimoine, mais tous ces efforts, il ne faut pas qu'ils deviennent vains et restent dans un petit village. Elles ont pris l'initiative de louer un local pour continuer à préserver ce patrimoine, pour continuer à y vivre, et puis surtout que les efforts fournis par toutes les femmes ne soient pas quelque chose de caché et de gâché, je veux dire. Donc je dis bravo, bravo, bravo à ces femmes. Sachez une chose, que toute femme qui a cette détermination et cette volonté de pouvoir avancer et de s'en sortir et d'améliorer ses conditions de vie et de sortir de la précarité, le gouvernement de Djibouti fera tout ce qui est dans son pouvoir pour l'aider à ce que cet effort soit toujours en avant et pas en arrière, et surtout pas stagné. Le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'UNFD, a formé 36 femmes dans les 5 régions. Il y a eu de la formation, il y a eu de l'octroi de matériel. Aujourd'hui, nous projetons, avec l'UNFD, le ministère de la Femme et l'UNFD, de créer les maisons de l'artisanat des femmes dans chaque région. Voici en outre quelques réactions des participants à cette cérémonie. C'est une initiative d'une association de Ardo Bankwale et cela constitue l'aboutissement d'un travail de toutes les femmes de la région. Donc c'est une région qui est connue pour son potentiel touristique, mais aussi pour son potentiel artisanal.
Alors je dirais qu'il y a eu des initiatives, plusieurs initiatives, mais ces initiatives ont été relayées par les femmes, pour les femmes et avec les femmes. Donc aujourd'hui, c'est 152 membres qui ont mis en commun leur savoir-faire, leur expérience et surtout leur motivation. Et cette tournée du ministre de la décentralisation à Guéno, dans la région de Bok, le ministre délégué à la décentralisation Hamadou Mohamed Arami s'est rendu hier en région de Bok à la tête d'une délégation composée de responsables de son département, mais aussi de ceux de l'agriculture, de l'éducation nationale, des affaires sociales. À Guéno concentre de nombreuses familles nomades. Ces familles se font fortement mobiliser donc pour accueillir le ministre de la décentralisation. Les populations de ces villages de l'extrême nord-ouest du pays connaissent le ministre de la décentralisation du temps où il travaillait auprès du ministère de l'Agriculture. L'accueil a été chaleureux sous l'arbre à la palabre. Les discussions avec les chefs coutumiers ont été directes et sans langue de bois, le préfet de Bok, Dabalé, et le président du conseil régional ont reçu chaleureusement le ministre délégué auprès de la décentralisation. Et bien, dans leurs besoins prioritaires, les représentants de la population, hommes et femmes, ont insisté sur 3 choses: l'eau, l'éducation, la santé. Chaque année, le climat change. Nous voulons que nos enfants puissent être éduqués et qu'ils puissent ainsi bénéficier d'une éducation de qualité. Et je vous propose à présent de suivre l'intervention du ministre de la décentralisation. Prenons la parole sous la parabole. Étaler tout à l'essentiel. Ce que je viens d'entendre confirme ici à Guéno. Vous nous demandez que 3 choses: de l'eau, de l'éducation pour vos enfants et l'accès aux soins pour tous dans le cadre de la lutte contre la soif. Le ministre de l'Agriculture, dont les responsables sont à ses côtés, a réalisé ici 2 grandes contenues d'excavation et 2 citernes entraînées. Donc je crois que ces ouvrages répondent ainsi aux besoins et aux doléances de ces familles. Mieux encore, Guéno se caractérise par une importante natalité. Éleveurs de caprins, de camelins, ces Obokois sont des hommes et des femmes qui résistent et qui se battent, faisant face au climat extrême dans ce pays. Suivant à présent, c'est quelques réactions du président du conseil régional, M. Mohamed Ahmed. Pour préciser qu'Adgueno se situe au pied du Mont Moussa Ali, et donc c'est une localité qui est difficile d'accès. Donc aujourd'hui, pour arriver ici, moi et les préfets nous sommes passés par Tadjoura, par Margoïta, et je précise également que le ministre, donc en venant ici, il n'est pas dans un terrain inconnu, puisqu'il a beaucoup travaillé donc, au profit de la communauté avant qu'il ne devienne ministre. Donc c'est une chose qui était importante pour nous. Et donc, en venant ici, la communauté quand même nous a donc, expliqué la situation, et ils ont mis l'accent sur les difficultés qu'elle rencontrait. C'est une communauté qui se retrouve dans ce secteur-là, donc autour des ouvrages de rétention qui ont été construits par le programme donc Prodermo et Progress, je crois. C'est une très bonne chose. Donc le ministre de la décentralisation qui a bien voulu venir ici avec nous, voir des visites, et aussi donc apporter beaucoup d'engagement à son niveau. Inch'Allah, on espère des meilleurs, et ce ne sera pas aussi la dernière fois qu'on sera à Guéno. Merci. Et nous allons à l'Assemblée nationale pour clore l'actualité nationale. La commission des lois a tenu ce matin une réunion pour se pencher sur plusieurs projets de loi, dont ceux concernant la formation des fonctionnaires de l'administration publique afin de renforcer la bonne gouvernance. La réunion a été présidée par Madame la députée Keltoum, le gouvernement étant représenté par le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Semri. Était également présent le secrétaire général du ministère du Travail, M. Abdallah Ali Mohamed, ainsi que plusieurs autres parlementaires.
Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Et avec nous sur ce plateau, Hussein Aoulet. Bonjour Hussein. Bonjour donc Ifardous. Et je me tourne vers vous et nous allons parler notamment du Mozambique où le plus grand pont suspendu d'Afrique a été ouvert officiellement à la circulation. Oui, donc effectivement, le plus grand pont donc suspendu d'Afrique et les liaisons donc routières du Mozambique qui permettent de traverser la baie du Maputo ont été donc ouverts à la circulation, s'inscrivant dans les cadres du projet de réalisation du pont de Maputo et des liaisons routières mises en œuvre par la Chine grâce à des fonds et des normes chinois. Le pont suspendu de 3 km est doté de détours et s'étend sur 680 mètres au-dessus de la baie de Maputo à l'ouest de l'océan Indien. S'exprimant lors de l'inauguration, le président du Mozambique a dit que le projet va faciliter donc le lien entre le pays et le nord du continent africain. Il a donc également souligné que le pont a exaucé donc le vœu du peuple, car il a le potentiel de contribuer donc au secteur du tourisme et de la logistique, à l'économie nationale et à l'intégration régionale. L'ambassadeur donc de Chine a dit que le projet est un signe fort du processus de développement du Mozambique et qu'il a le potentiel de promouvoir le développement social et économique en créant un axe donc de transport entre le nord et le sud à travers le pays. Tout à fait autre chose, Hussein, et notamment dans le golfe d'Aden où la Russie et le Japon mènent conjointement des exercices navals. Oui, effectivement, donc, le navire donc, de combat russe et la force donc, maritime japonaise d'autodéfense participent aux exercices, notamment le navire anti-sous-marin de la flotte du nord de la Russie et les destroyers japonais, selon donc, le porte-parole de la flotte du nord de la Russie. Et donc les exercices navals ont pour objectif d'augmenter la coopération entre le navire de guerre russe et japonais dans la lutte contre le piratage et le terrorisme, a déclaré donc le porte-parole de la flotte du nord de la Russie. Pendant donc les exercices, les équipages du navire échangeront les informations, détecteront donc les vaisseaux suspects, formeront des équipages aux sorties en hélicoptère et donc à partir du bateau conduiront des attaques simulées et effectueront des exécutions. Et en Californie, Hussein, donc 23 morts et des milliers de villas détruites. C'est le sombre bilan des incendies qui continue de plus en plus à s'alourdir. Oui, effectivement, donc des décombres fumants, voitures donc réduites à des carcasses. Les pompiers donc continuent de lutter contre les incendies qui ont fait 23 morts, une trentaine de disparus et détruit donc des milliers de maisons en Californie, sans grand espoir de maîtriser prochainement les divers sinistrés. Plus de 250 000 personnes ont réussi lors d'évacuer leurs domiciles dans une vaste région près de la capitale de cet état de l'ouest des États-Unis, Sacramento, et dans la célèbre station balnéaire de Malibu, dans le sud de la Californie. Des sauveteurs ont découvert donc hier les corps de 14 personnes tuées dans l'incendie le plus destructeur donc jamais enregistré en Californie, a déclaré donc le shérif du comté de Butte, dans lequel se trouve Paradis, une ville de 27 000 habitants au nord de Sacramento, la capitale de la Californie. Merci Hussein pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.